Chapitre 6. Alors que Sélène et ses compagnons s'enfuyaient après avoir constitué leur pactage à la hâte, le cumulus noir qu'ils avaient repéré, à l'horizon, obscurcit totalement le ciel. Des graviers se mirent à choir de plus en plus nombreux sans faire de mal aux habitants apeurés et interloqués. Bientôt, un second nuage rejoignit le premier. Alors, un déluge commença, et une pluie de rocs s'abattit sur la ville. Malgré les considérables dégâts matériels provoqués sur la cité par cet orage surnaturel, sa population fut mystérieusement épargnée. Chaque fois qu'une pierre se faisait menaçante pour une vie, une autre la percutait à grande vitesse ou elle déviait de sa trajectoire par elle-même. Puis l'averse cessa brusquement. Le nuage se déplaça en tourbillonnant des terres vers l'océan fleuve, ce qui n'arrivait jamais avec les orages normaux. Les rescapés purent davantage contempler le phénomène que lorsqu'ils tentaient de le fuir. Heureuse d'avoir survécu, Sélène observa à son tour. La masse ténébreuse lui fit penser à une nuée d'oiseaux, jouant à se poursuivre en formation, mais il s'agissait bien de rochers qui se percutaient, parfois dans des claquements lointains. Elle trouva ce balai aérien bien mystérieux. Des galets, des pierres, des graviers continuèrent à choir du ciel, mais ils tombaient désormais dans la mer, n'occasionnant plus de dégâts sur la cité. Étrangement, vu la gravité et la violence du phénomène, il n'y eut pas de victimes. Les fuyards, pour qui il n'était pour l'instant pas question de revenir en ville, comptèrent les blessés, anormalement peu nombreux également. Sélène et ses compagnons s'en tirèrent avec quelques contusions, mais rien de conséquent. Pierre, que Sélène tenait dans sa main, leur indiqua de bifurquer vers une forêt. Ils s'éloignèrent donc de la colonne de rescapés. Sous le couvert des arbres du premier bois qu'ils rencontrèrent, ils s'arrêtèrent pour embrasser la cité du regard. Cette dernière était ravagée, méconnaissable. Quelques habitants qui ne l'avaient pas fui erraient dans ses décombres, hagards. Anorine, sous sa forme arachnoïde, pendait par un fil à une branche. Il rompit le silence en premier. « Alors qu'allons-nous faire, mes très chers compagnons? Devons-nous nous cacher dans une grotte sous terre? Tenter de nous soustraire à nos génocidaires? Combattre et détruire ces lithiques bataillons? » J'ai rien compris à ce que tu baragouines. Sinon c'était quoi ce bordel? Comment t'as su qu'il fallait se barrer, Morpionne? Sélène montra la pierre qu'elle tenait toujours dans sa main libre. C'est grâce à lui. D'une voix triste, au tintement légèrement métallique, la pierre en question parla. Nombreux sont ceux de mon peuple qui se sont sacrifiés pour vous protéger aujourd'hui. J'espère que tu en vaux la peine, Sélène. Un gadin qui parle! La vache! C'est la première fois que je vois ça! Ça te ferait chier de nous expliquer le merdier? Il est vrai que je ne me suis pas présentée à tous. Or, contrairement à toi, petit technome, je suis une pierre polie. Je m'appelle Pierre. Répondit la pierre. Hé, gadin! J'ai de la merde dans les oreilles ou t'as bien dit que j'étais petit? Je me prénomme Pierre, pas gadin. Comment c'est trop de la merde comme nom? Une pierre qui s'appelle Pierre. C'est comme si moi, un technome, je m'appelais Trouduc. Se hasarda Pierre. Atkoum s'arrêta de rire et se figea. Sa paupière tressauta. Toi, t'as l'air d'avoir la tête dure, mais je vais trop te niquer si je m'y mets. Sélène posa sa main sur l'épaule d'Atkoum. Depuis quelque temps, elle avait remarqué qu'elle avait un effet apaisant sur lui. C'est pas le moment de se disputer, Koum. Pierre nous a sauvé la vie et je crois qu'il a perdu beaucoup des siens. Et puis, il semble gentil. Ce qui vient de se passer est une bataille, Expliqua Pierre. Mes partisans sont allés à la rencontre de cette faction qui voulait votre mort. C'est terrible, c'est la première fois qu'une telle chose se produit dans notre histoire. Nous sommes divisés au grand jour alors que notre seul rôle s'est toujours cantonné à celui de gardien de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peuple des gadins, Pierrot? Tu te fous de nous ou tu te fous de nous, là? Koum, laisse-lui un peu de temps. Il semble triste. Regarde, il est plus... et aussi moins... Enfin, tu vois comment il est gris? Il était beaucoup moins tout à l'heure. Le technome observa la pierre sans rien déceler, et pour cause, il n'y avait rien à remarquer. Bon, ok. Mais qu'il ne s'avise pas de me traiter à nouveau de Trouduc. Sans déconner, est-ce que je le traite, moi, ce fils de pute? Je promets de ne plus jamais vous traiter de Trouduc, petite sous-merde de technome. Répondit la voix minérale. Ok, merci Pierrot, j'apprécie. Mais attends 2 secondes. Ah, je vais trop te péter en deux. Non, mieux, je vais m'acheter un maillet et un burin et je vais te sculpter ta gueule en forme de bite. Apaise-toi. Demanda Sélène en le forçant à croiser son regard. Sinon tu sais très bien que tu vas te transformer et que Sténa va devoir intervenir. Des larmes montèrent aux yeux du technome.
Tu ne sais pas à quel point c'est dur de résister à ma nature, Morpion. Rien que le mot bâtard se décline en 30 nuances dans ma langue natale. Ça me fait 30 insultes à retenir. Il me pète les burnes, l'autre connard. N'est respecté que ce qui est respectable, Kumsan. Réagit Genshi. Et je doute que ce soit ta voix du samouraï. Calme-toi. Le prof intervint. En plus, il nous a sauvé la vie et nous ne l'avons même pas remercié. De toute façon, nous ne sommes pas encore hors de danger. C'est très angoissant si les pluies de pierre peuvent s'abattre sur nous à tout moment. Dit Stena d'une voix où ne transparaissait nulle crainte. Peut-on les affronter? Vos chances seraient nulles, croyez-moi. Nous sommes les innombrables gardiens de l'Antévert. Mon peuple vous ensevelirait assurément. Alors, où va-t-on pouvoir se rendre? Demanda Sélène sincèrement inquiète. Le prof expliqua les récentes investigations que Genshi et lui avaient menées. Nous devons accéder au pic de Chantaburi pour continuer nos recherches. Ah, Commença Stena. j'y suis allé déjà par le passé pour une mission secrète en compagnie de l'archange. Quoi? Tu as déjà travaillé pour ce vieux bâtard? Pas vraiment. Je faisais juste partie d'une compagnie franche de créatures à un moment où les Tartares étaient en déclin. On louait nos services comme des mercenaires. On devait s'infiltrer à l'intérieur d'une cité naine construite sous le pic principal. Tu as participé au génocide des nains? S'étonna le prof. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça nous a été vendu à l'époque. Notre rôle était de pénétrer dans la montagne et de détruire une créature précise qui contenait dans son ventre un précieux objet. On ne savait même pas quoi. Puis nous devions quitter les lieux, mais à aucun moment on ne nous a demandé d'exterminer des nains. Ce n'est pas nous. Il s'agit probablement des hommes de l'archange et de l'archange lui-même. Il était présent, je me souviens. C'est marrant! Ça me rappelle une berceuse que ma mère me chantait à propos des origines de mon peuple. J'en chiais dans mon ben de terreur. Dedans, il était question de créatures de cauchemar attaquant nos ancêtres, détruisant leurs reliques planquées dans un pigeon. Ouais, je sais, déjà que les comptines de Marmos, ce sont des trucs de drogués, celle-ci était un véritable conte d'épouvante. Il y avait une sale vipère et un gros bâtard vraiment flippant dedans. Et si t'ajoutes au tableau que ma connasse de mère picolait comme une outre percée, tu te demandes comment j'ai pu devenir un technome aussi équilibré. Tout s'emboîte parfaitement. Le souvenir de Stena, la tradition orale de Koum, les recherches de Genshi concernant le poème, le mythe du massacre par le dragon à 9 têtes, Feng Wang, et également ce que vous a dit l'archange quand vous l'avez rencontré dans la première cité naine en Europe. S'exclama le prof. C'était pas un dragon du tout que j'ai statufié. Dit Stena d'un ton calme. À mon avis, l'archange a un peu embelli l'histoire. Est-ce que vous voulez que je vous chante la berceuse de ma salope de mère? On la connaît déjà, Koum. Dit Sélène. Alors, c'est entendu, nous allons vers le pic de Chantaburi. Pierre lévita et s'interposa devant sa truffe. Non, vous devez me suivre à un autre endroit. Mais rassurez-vous, c'est à 2 semaines de ces pics où vous souhaitez vous rendre. Il faut absolument que j'emmène Sélène rencontrer le grand monolithe. Vous me devez bien ça. Pourquoi faire? Demanda Stena. Là, il observera Sélène et constatera, comme je le crois depuis que je la surveille dans sa réserve natale, qu'elle n'est pas le danger qui menace ce monde. Peut-être parviendra-t-il alors à arracher une concorde au sein des factions du peuple des pierres et la guerre civile entre les miens s'arrêtera. Le grand monolithe est très respecté, et nombreux sont ceux qui n'ont pas encore pris position. Nul parmi les miens n'osera fouler sa caverne sacrée, même les plus obtus qui souhaitaient aujourd'hui la mort de Sélène. Pourquoi on m'en veut comme ça? J'ai rien fait. Le grand monolithe t'expliquera, Sélène, crois-moi. Je ne comprends pas tout, Dit le prof. mais si c'est un endroit sûr et qu'on peut en apprendre davantage, allons-y. Nous aviserons ensuite. Les cascades de la Grande Gorge sont sur le chemin du pic de Chantaburi. C'est notre première direction. Sélène croisait les bras, mécontente. Et Lupin? Le petit groupe de créatures avait négligé les désirs de Sélène. Un silence s'installa que Pierre rompit. S'il est encore en vie, le grand monolithe pourra sans doute le localiser et te mettre en communication avec lui. Je te le jure, ma promesse est dure comme le roc. De toute façon, il n'y a qu'à ses côtés que nous nous trouverons hors de portée des miens. Sélène se renfrogna tandis que Pierre continua sa réflexion à voix haute. Attendez, laissez-moi envisager le meilleur chemin à prendre. Voyons. Les feldspaths ne devraient pas trop nous poser de problèmes. En revanche, mieux vaut éviter les micachistes. Surtout pas les quartz, ils ont la tête dure et n'entendent rien à la politique.
Ah, je sais. Nous allons passer par le lit de la rivière, puis par le chaos d'un torrent qui l'alimente. Ce sont des granites et des marbres. Eux sont fermes dans leurs convictions et muets comme des tombes. Nous y circulerons incognito et ils nous protégeront au besoin. Nous remonterons le cours d'eau et nous rapprocherons de la montagne du grand monolithe. Une telle marche nous prendra tout de même plusieurs semaines. Allons-y, ne perdons pas de temps. Avant de se mettre en route et de quitter la ville détruite, Anorine déclama solennellement en agitant ses deux mandibules. Cité endeuillée. En hommage à tes souffrances, je me fais Aijin. C'est quoi un Aijin? Demanda Sélène. Il s'agit de poètes d'Asia qui ne parlent qu'en haïku. Expliqua Gunshi avec une voix tendue par l'émotion. Les haïkus sont des poèmes de 3 vers enchaînant 5 pieds, puis 7 et enfin 5. C'est un bel hommage que tu rends à ces habitants qui nous ont sauvés jadis, mon ami Anorine. Claire, putain de chienne de mer, ça va être carrément chaud pour toi de vomir ta poésie habituelle avec 3 petits verres à la consolement. Plus d'alexandrin. Ainsi est mon Bushido. Les fleurs ont fané. Eh ben, ça va être une chier de le comprendre avec ces conneries bucoliques de petites fleurs. Hommage de mes couilles ou pas, je vais pas le louper. Hé, Pierrot, va y avoir de l'eau dans le torrent pourri où tu comptes nous emmener? T'inquiète, tu vas pouvoir prendre un bain et te nettoyer un bon coup de toute la bêtise crasse collée à ta peau. Les autres s'entre-regardèrent pour évaluer si le moment était venu que Stena statufie Adkoum. Mais ce dernier éclata de rire. Ils préférèrent attendre de savoir s'il connaissait le sens de l'expression « bêtise crasse ». Ah la vache! Tu sais que tu commences à me plaire, enculé? Quand on y sera, je t'apprendrai un jeu rigolo. Ça s'appelle Ricochet. Ils toisapirent du regard. J'y crois pas! Vous avez vu ça, putain? Cria-t-il aux autres sur un ton scandalisé. « Quoi, Koum ?» demanda Stena. Il m'a fait un doigt, le bâtard! N'importe quoi, Dit Pierre. Mais quelque chose dans le tintement minéral de sa voix sonnait clairement métallique. Sale gros mytho! J'ai même pas de main. Je l'ai vu! Il a sorti une petite main grande comme ça et il m'a fait un what, bordel! Là, Koum, tu es complètement parano. Trancha Stena. Je constate surtout qu'il nous a sauvé la vie et que toi tu l'insultes. Le technome qui criait d'ordinaire en permanence parvint à hausser d'un nouveau ton dans la colère. Mais dis pas que tu vois quelque chose, toi! Tu jettes que dalle avec ton bandeau, pauvre conne! Sélène, le prof et Anorine étouffèrent des exclamations choquées. Les cheveux de Stena se mirent à siffler en tous sens, alors qu'elle resta stoïque. Le prof tenait Adkoum, changé en statue de pierre sur son épaule. S'il est une chose bien connue de toutes les créatures du globe, c'est qu'il ne faut jamais insulter une gorgone capable de transformer en roche tout ce sur quoi elle pose son regard. Elle lui ferait recouvrer son apparence physique d'une simple goutte de sang, plus tard, lorsqu'elle en aurait envie. Sans la présence bruyante du technome, la petite troupe progressait on ne peut plus calmement, à un rythme constant. Sélène marchait en tête, tenant Pierre dans ses mains qui les guidaient. Ils allèrent en direction de la rivière qui constituait leur point de repère. On entendait au loin le doux clapotis de l'eau qui s'écoule parmi les galets. Au fur et à mesure de leur avancée, le maquis de feuillus avait cédé la place à des bambous géants mozos. Ça avait surtout eu pour conséquence de compliquer les mouvements du prof. Avec son imposante stature, il avait du mal à se faufiler dans la bambouserie sauvage. « Sale tête d'arbre étrange !» dit le prof en poussant et se contorsionnant entre deux d'entre eux. Il va falloir t'y faire, Sensei. La forêt s'étend le long du fleuve sur des lieux jusqu'aux montagnes où nous nous rendons. Elle ne cessera que lorsque l'altitude ne lui sera plus propice. Le bambou géant précoce est la plus noble des plantes. Sa croissance est à elle seule une splendide métaphore. Sais-tu qu'il croît en sa taille maximale en 5 heures à peine, au premier rayon de soleil de chaque jour, et se fane le soir tombé? C'est vrai? S'étonna Sélène. On dirait pas qu'il grandit si vite. Est-ce pour cela que les petits bambous sont si fragiles, Gunshi? Tout à fait, Selen-chan. Ils consomment une énorme quantité d'eau en très peu de temps et prospèrent au détriment de leur solidité. S'ils survivent au vent, alors ils durcissent jusqu'à devenir plus robustes. Nous sommes pile dans la bonne saison pour assister à ce phénomène. D'ailleurs, ma question est sans doute stupide, mais en quelle saison sommes-nous? Continua la fillette, avide de réponse. Nulle question n'est stupide, Selen-chan. Surtout pas celle-ci. Nous sommes au milieu du printemps et nous allons vers l'été, qui est plus chaud et étouffant sur ce continent, et se conclut par des pluies diluviennes qui durent parfois plusieurs semaines et que l'on nomme moussons. Ça doit provoquer des dégâts s'il tombe de l'eau pendant aussi longtemps. Tout à fait, mais les habitants d'Asia y sont habitués.
Toutefois, nous avons encore plusieurs mois devant nous avant d'être embêtés par le climat, Selen-chan. Le prof posa sa grosse patte velue délicatement sur l'épaule de la jeune humaine, perdue dans ses pensées. Eh oui, le monde regorge de curiosité, et Asia n'en est pas dépourvue. C'est fascinant. Répondit-elle. Et tu n'as pas tout vu, ou plutôt entendu. S'il y a du vent, tu pourras écouter les bambous siffler et chanter. C'est un son merveilleux. Évoqua Gunshi. Bonheur prend racine dans les souvenirs passés. L'écorce raffermie. Ces fugaces retrouvailles avec la nature de mon continent natal ne sont pas suffisantes pour m'attacher à cette vie à Norin-san. Répondit Gunshi avec sérieux. La vie est ce fleuve, jusqu'au dernier éclat d'eau, qui coule sans arrêt. Je compte toujours mettre fin à mes jours dès que l'occasion m'en sera donnée. Faut-il s'y noyer? Une tempête souffle son sable. Triste est le désert. Il n'y a rien de sinistre à rendre heureux un ami à Norin-san. La forêt vieillit. Des jeunes pousses sortent du sol. Le bambou est ferme. N'insiste pas, mon temps est révolu. Je ne changerai plus d'avis. Conclut Gunshi. La petite troupe continua son chemin. Ils n'eurent pas le moindre souci avec des cailloux, des rochers sur 2 lieues. Dès qu'ils avaient mis le pied dans le bassin versant du fleuve, ça s'était arrangé. Au début de leur marche, il n'était pas rare que des insultes fusent, surgies d'on ne savait trop où, immédiatement éteintes par des disputes ou interventions d'autres pierres non loin. Ils ne subirent toutefois aucune agression. Les grès de cette région semblaient plus stupides que téméraires. Cependant, Pierre préféra hâter le pas de la petite troupe. Tant que des opposants se trouvaient dans leur environnement, il était probable que des informations sur leur position soient transmises aux factions minérales les plus remontées. Ils avaient donc marché d'un bon pas pendant tout l'après-midi, et le soir commençait à tomber. Les braises du foyer suffisaient à peine à distinguer les traits de visage. Une tiède moiteur imprégnait l'air. Les odeurs de concombres de rivière frais, de jeunes pousses de bambou, de citronnelle, de daikon et de noix de bancoul qui cuisaient en bouillonnant dans un wok de voyage se mêlèrent au parfum puissant d'une anguille en train de griller sur un bâton. Ils étaient partis en catastrophe et n'avaient eu que le temps d'attraper quelques provisions. Alors ils faisaient en partie avec ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Gunshi se révélait un fin connaisseur des arts culinaires d'Asia. Tous les cailloux qu'on voit sont-ils des créatures comme toi, Pierre? Demanda Sélène. Non, cher élu. Nous sommes très nombreux, mais pas à ce point. Comment peut-on les différencier? Demanda Stena. Impossible de nous distinguer à l'œil. Dur pour moi, en l'occurrence. Mais j'ai remarqué que certaines pierres ont, vraiment des goûts particuliers. Ce ne serait pas... Stena s'inquiétait d'avoir déjà mangé des membres de son peuple, même si ça ne s'entendait guère à son ton. Certains parmi nous ont une hygiène déplorable et se laissent aller depuis que nous avons troqué nos formes organiques contre des formes minérales. Stena mit une main devant sa bouche, mais oublia de former un « O » choqué. Les autres eurent l'impression qu'un mauvais acteur était en train de mal jouer une mauvaise scène impliquant un mauvais personnage choqué. « C'est une blague. » dit Pierre. « On n'a pas de goût caractéristique. Il faut davantage nous voir comme un esprit qui s'accroche à une pierre. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on nous mange ou qu'on nous casse par accident, mais c'est pas grave du tout. Comment vous expliquer? Vous êtes familier avec le concept de téléchargement? Non, ça n'a pas d'importance. On va dire qu'en temps normal, on peut être ressuscité dans n'importe quel minéral. » En temps normal, ce n'est donc pas le cas en ce moment? Demanda le prof. D'où mon chagrin. Ma faction, la faction pro-Sélène, a tenté d'empêcher les anti-Sélènes d'agir en injectant un virus dans le logiciel... en arrêtant le sortilège qui nous sauve. Il est bloqué pour l'instant. Pourquoi diable m'en veulent-ils autant à la fin? Je suis gentille. Ils pensent que tu vas détruire cette réalité, que tu es l'incarnation de gens très méchants qui vivent loin d'ici et que tu es venu finir de nous anéantir. Ils t'appellent l'annihilatrice. N'importe quoi. C'est eux les méchants. Je préfère croire qu'ils ont juste peur. À l'horizon s'obscurcit. Chapitre 6. J'ai rien compris à ce que tu baragouines, bordel! Ah non. Non, j'ai loupé 3 mots. Par contre, bordel, tu l'as pas loupé. Ah bah non. Mais dis pas que je... Putain. Je vais pas y arriver. Ton bandeau, pauvre conne! Sélène, le prof et Anorine étouffèrent. Je suis désolé, ça m'a fait marrer. Mais je vais le reprendre juste après Con, parce qu'il était très très bien, le pauvre. Ah.